Investir en crypto quand on part de zéro, quand on n'y connaît rien, quand ça nous fait peur et même quand on n'a pas envie. Oui, c'est le programme du jour. J'espère que ça te tente, so let's go! J'ai décidé enfin de faire un épisode qui va t'expliquer comment investir en crypto. Je vais aussi t'expliquer pourquoi moi j'investis en crypto, comment j'investis en crypto, pourquoi vraiment je crois en cette classe d'actifs et qu'est-ce qui m'a motivé en fait à y croire presque depuis le début. Mais avant ça, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'une crypto, quelle est la révolution crypto, quels sont les avantages, les inconvénients, les risques. Normalement, si c'est une classe d'actifs qui t'intéresse, mais tu as toujours eu peur de découvrir, l'épisode du jour est censé t'aider à, entre guillemets, apaiser ses craintes ou au moins démystifier un certain nombre de choses. Go! C'est parti! Premièrement, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui est à la fois décentralisée et qui utilise la cryptographie et la blockchain pour sécuriser les transactions. Contrairement à l'euro ou au dollar, c'est une monnaie qui n'est pas émise par une banque centrale. On parle aussi d'actifs numériques car toutes les cryptos ne servent pas uniquement à payer. D'ailleurs, très peu de cryptos finalement sont vraiment utilisées pour payer des transactions. D'autres cryptos ont d'autres fonctions et on va voir ça tout à l'heure. Avant de rentrer en profondeur sur ce qu'est une crypto-monnaie, c'est quand même très intéressant de comprendre pourquoi ces crypto-monnaies ont été inventées, par qui, pourquoi, quelle est l'origine, quel était le besoin à l'origine en fait, tout simplement. Faut savoir que la première crypto a été créée en 2009. Moi, j'en avais même entendu parler à peu près en 2008, mais officiellement quand même, on parle de 2009, après la crise financière des subprimes. L'idée, c'était en fait de mettre en place un système financier alternatif sans banque, sans intermédiaire, dans lequel en fait les agents peuvent échanger en toute transparence et surtout ne pas voir leur actif ou la valeur de leur monnaie s'effondrer brutalement ou disparaître parce que des personnes à Wall Street ou dans je sais pas quel endroit paradisiaque ont décidé de jouer un petit peu au loto et de ne pas être responsable avec l'argent. C'est vraiment pour ça que la crypto-monnaie a été créée de manière décentralisée. C'est pour pouvoir donner un petit peu plus d'autonomie au peuple et surtout pour pouvoir éloigner l'aspect monétaire de ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire vraiment les monnaies étaient dirigées par les banquiers centraux, les financiers faisaient un petit peu n'importe quoi, de nombreuses personnes aux États-Unis et dans le monde ont perdu beaucoup d'argent avec la crise des subprimes et en plus il y a eu un mécanisme que l'on appelle la titrisation qui a fait que de nombreux produits financiers toxiques se sont retrouvés dans l'épargne, dans les produits d'épargne et les produits d'investissement de gens dans le monde entier. Donc les informaticiens qui ont créé en fait les crypto-monnaies, ils se sont dit avec ce type de monnaie, on n'aura pas ce type de problème. Spoiler alerte, quasiment 20 ans plus tard, en fait, la finance traditionnelle a entre guillemets avalé l'univers crypto. Tu retrouves vraiment beaucoup de similitudes. Ça va même jusqu'au trading. Franchement, quand tu regardes un certain nombre de courbes crypto, tu peux retrouver un peu certains mouvements. Ça va principalement plus vite, c'est plus rapide, presque un peu plus agressif, mais globalement, tu retrouves quand même dans le trading crypto un certain nombre de choses que tu peux retrouver dans le trading traditionnel ou même dans le forex. C'est juste qu'en crypto, ça peut aller beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus volatile. Bref, parenthèse fermée. Donc, c'est vraiment important de comprendre que à l'origine, la création des crypto-monnaies, c'était une création presque politique, presque militante. Et le Bitcoin a été créé par un groupuscule ou une personne, on ne sait pas trop, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle Satoshi Nakamoto de mémoire. Et en fait, le but, c'est d'être anonyme et de pouvoir, entre guillemets, offrir au plus grand nombre la possibilité d'avoir une monnaie sécurisée, fiable, grâce à la blockchain et avec une transparence au niveau des informations. Après, avec le recul, est-ce que c'est finalement exactement ce qui s'est passé? Pas tout à fait, même si, à l'origine, c'est ça le besoin et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de te présenter l'origine parce que c'est important de connaître parfois aussi l'histoire des actifs
et pourquoi est-ce que quelque chose a été créé. Et maintenant, c'est aussi important de comprendre que depuis la création du Bitcoin en 2009, il y a un certain nombre d'autres crypto-monnaies, d'autres blockchains qui ont été créées avec finalement d'autres objectifs. Il y en a qui ont plutôt mis en avant la rapidité des transactions, d'autres qui ont mis en avant l'anonymat, d'autres qui ont mis en avant les contrats intelligents que l'on appelle smart contracts. On va dire que finalement, l'univers des crypto-monnaies s'est un petit peu plus étoffé, mais la première crypto-monnaie, c'était le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé pour pouvoir faire, entre guillemets, une opposition aux monnaies traditionnelles avec toutes les dérives qu'il y avait eu par le passé. Maintenant, on va voir les différents types de crypto-monnaies. Donc, faut savoir que le Bitcoin, c'est l'une des rares crypto-monnaies qui a vraiment pour vocation de remplacer les monnaies classiques. Un certain nombre d'autres crypto-monnaies ont aussi cette utilité, mais c'est pas la majorité des crypto-monnaies. Et il y a d'autres crypto-monnaies comme par exemple l'Ethereum, le Solana ou d'autres crypto-monnaies même qui ont une autre utilité, qui viennent avec d'autres révolutions. Maintenant, je vais te parler du coup de la deuxième crypto-monnaie qui est très connue, qui est l'Ethereum. L'Ethereum a été créé juste après le Bitcoin et elle est venue avec la révolution de ce que l'on appelle les smart contracts. Les smart contracts, en fait, c'est des contrats intelligents qui, en fait, reposent sur ce qu'on appelle un programme informatique qui s'exécute automatiquement à partir du moment où certaines conditions sont remplies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conditions et les informations sont automatiquement stockées dans la blockchain et sont censées être visibles par tout le monde. Et de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il en retourne. Par exemple, tu vas prendre un billet d'avion et en fait, tu vas mettre en place une condition, il y aura une condition, tu vas acheter quelque chose et il y aura une condition. Tu prends un billet d'avion Paris-Dubaï et la condition, c'est que si jamais durant le vol, il y a des turbulences ou si jamais le vol dure plus de 3 heures, eh bien, le billet est nul et non avenu. Même si tu es arrivé à Dubaï, la condition, c'était que le vol ne devait pas durer plus de 3 heures, eh bien, tu es remboursé. Eh bien, le smart contract va vérifier que tu prends l'avion, donc condition 1, tu es dans l'avion, condition 2, le vol ne dure pas plus de 3 heures, condition 3, et si jamais le vol dure plus de 3 heures, eh bien, quand tu arrives à Dubaï, tu es automatiquement remboursé. C'est le smart contract qui s'est exécuté de manière automatique. Et si jamais finalement le vol n'a pas duré 3 heures, mais il a duré seulement 1 heure, quand tu arrives à Dubaï, eh bien la condition n'a pas été réalisée, tu es dans une autre condition et du coup tu n'es pas remboursé. Là, je t'ai fait franchement une explication un petit peu sommaire de ce qu'est un smart contract, mais globalement c'est vraiment pas plus compliqué que ça et c'est la principale révolution entre autres de l'Ethereum. Le Bitcoin, par exemple, c'est une monnaie finie, c'est-à-dire qu'il y aura pas plus de 21 millions de Bitcoins dans le monde à partir d'un certain nombre de temps. Eh bien, l'Ethereum, c'est pas le cas. Tu peux créer autant de jetons d'Ethereum que tu veux. Et du coup, pour pouvoir essayer de maintenir la valeur de l'Ethereum, ils ont un système de burn pour brûler et détruire certains jetons pour pas qu'il y ait trop de jetons en circulation. Donc, je t'ai parlé déjà de la première crypto-monnaie qui est donc la crypto-monnaie Bitcoin qui repose sur la blockchain Bitcoin. Ensuite, on a la seconde crypto-monnaie qui est l'Ethereum qui repose sur la blockchain Ethereum. Après, il y a d'autres crypto-monnaies. Il faut savoir que il y a des crypto-monnaies que l'on appelle les stablecoins. L'utilité du stablecoin ou sa vocation principale, c'est d'être stable parce que les autres crypto-monnaies sont très volatiles en fonction des informations politiques, en fonction du contexte économique, en fonction d'un certain nombre de choses. Beaucoup de crypto-monnaies sont très volatiles. Or, si jamais tu veux travailler dans l'écosystème crypto ou si jamais tu veux avoir une forme de stabilité ou même ne serait-ce que sécuriser un gain, tu as quand même envie de pouvoir transformer tes monnaies volatiles en quelque chose de stable qui ne monte pas et ne baisse pas tous les 4 matins. Et c'est principalement pour ça que les stablecoins ont été créés. Et en fait, tu as des stablecoins qui sont adossés à des monnaies classiques comme le dollar ou l'euro. Et de nombreux investisseurs utilisent les stablecoins pour, par exemple, acter une plus-value. Tu as investi en Bitcoin, ça valait 20 000 $. Maintenant, ça vaut 100 000 $. Et bien, tu récupères tes 100 000 $ en Bitcoin et tu les transformes en stablecoin. Tu restes dans l'écosystème crypto parce que tu conserves des jetons de crypto-monnaie qui sont désormais des stablecoins, mais tu n'as
plus à subir la volatilité ou la variation du Bitcoin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les meme coins. Les meme coins, ce sont des crypto-monnaies qui sont des jetons qui sont très volatiles. Ceux-là, ils peuvent reposer sur une blockchain qui leur est propre, comme par exemple le Solana, c'est principalement la blockchain où tu as beaucoup de meme coins, mais tu as par exemple d'autres meme coins comme le Dogecoin ou le Shiba Inu, je crois. Je ne connais pas le Shiba Inu, juste je sais que le Dogecoin, c'est aussi un meme coin. Et c'est principalement des crypto-monnaies qui n'ont pas toujours un projet hyper solide derrière, mais par contre, il y a une très forte et très grosse communauté derrière. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les utility tokens. Ce sont souvent des crypto-monnaies ou des jetons qui ont une utilité en plus d'être juste une crypto-monnaie. Par exemple, je pense à l'utility token du BNB, donc de Binance. Si jamais tu réalises un certain nombre de transactions avec leur crypto-monnaie maison, eh bien, tu as des réductions financières sur les coûts des transactions. Donc, du coup, si tu es un investisseur et que tu es dans l'écosystème Binance et que tu travailles avec eux, utiliser leur jeton crypto est utile parce que ça te coûte moins cher et du coup, tu peux réaliser tes transactions avec eux comme ça. Donc, c'est vraiment de se dire que les crypto-monnaies, bien évidemment, je te donne un résumé simplifié, mais c'est pas non plus, en tout cas de ma perspective et de mon utilisation, pas toujours si compliqué, complexe que ça. Évidemment, tu peux faire énormément de choses, tu peux faire du lending, du stacking, tu peux faire plein de choses un petit peu plus compliquées. Mais si tu as en fait un œil un petit peu curieux, envie d'investir, de profiter entre guillemets des performances, parce que c'est quand même une classe d'actifs qui est certes très risquée, mais qui apporte aussi un certain nombre de performances, eh bien tu peux y aller en faisant très attention, c'est-à-dire en faisant attention avec les exchanges. Les exchanges, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu comme une banque, d'accord? Quand tu ouvres un compte chez un exchange, tu as un compte dans lequel tu vas pouvoir acheter tes cryptos, stocker tes cryptos dans ce que l'on appelle un wallet, un portefeuille. Et si tu choisis un exchange qui est très gros, très sécurisé et pas beaucoup trop complexe, eh bien tu peux t'exposer à l'univers crypto sans être un gros expert ni prendre beaucoup trop de risques. Moi personnellement, quand j'ai commencé, c'est vraiment comme ça que j'ai fait. J'ai commencé petit à petit à me renseigner, à acheter des cryptos, à investir, à me renseigner sur les projets, à me renseigner sur les communautés derrière. Et en fait, très rapidement, j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai même gagné pas mal d'argent et j'ai aussi perdu de l'argent. La chose qui a fait que j'ai perdu de l'argent au début, c'était la sécurité. J'avais pas forcément des wallets très sécurisés, je faisais pas forcément très attention. Or, l'univers crypto nécessite quand même de faire attention. Moi, littéralement, je m'étais fait pirater le MetaMask, mon portefeuille MetaMask, parce que j'avais en fait connecté mon portefeuille MetaMask à un mauvais service et du coup, je m'étais fait voler mais on appelle ça ta catchphrase, tes informations de sécurité. Du coup, ils avaient vidé mon wallet. Donc vraiment, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Se former sur les cryptos qui nous intéressent, se former sur la blockchain sur laquelle la crypto repose, se former sur tous ces éléments-là, choisir le bon wallet, le bon portefeuille dans lequel on va stocker nos cryptos. Et à partir du moment où tu connais la crypto, tu connais la blockchain, tu connais le projet, tu connais l'équipe derrière le projet, tu sais l'utilité du jeton en question, ce que tu veux en faire et tu le stockes au bon endroit, en tout cas pour mon utilité qui est une investisseuse passive, d'accord? Moi, je ne fais pas de trading, j'achète, je conserve et quand je me retrouve à devoir vendre des actifs, c'est très souvent parce que j'ai besoin de cash et que je me dis cet actif-là, je préfère finalement le vendre parce que soit je gagne pas assez d'argent dessus ou en termes d'épargne de précaution, j'ai un peu trop tapé dans mon épargne de précaution, je préfère me séparer de certains actifs qui me semblent moins importants. Évidemment, c'est pas du tout ce qu'il faut faire quand on investit en crypto. Avant même d'investir en crypto, vaut mieux augmenter son épargne de sécurité. Et si tu décides d'investir en crypto, c'est vraiment pas pour te séparer de tes cryptos. Mais bon, il y a des fois, c'est la vie, on n'a pas le choix, on a besoin de cash et en fait, on choisit là où en fait on veut récupérer le cash. Et parfois, c'est sur les cryptos, comme ce fut mon cas à certains moments de ma vie. Et d'ailleurs, je vais t'en parler un petit peu plus bas et t'expliquer pourquoi. Donc, une fois que tu connais l'histoire de la blockchain, on connaît les différents types de monnaies et les différents types de crypto-monnaies, ce qui est important de comprendre, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la
la révolution de la blockchain. La blockchain, c'est vraiment la technologie sous-jacente des cryptos. C'est un grand registre. Tu peux vraiment voir ça comme un grand livre blanc dans lequel on va retrouver l'intégralité des informations qui ont lieu sur la crypto en question ou sur les différentes cryptos. On ne peut pas falsifier la blockchain. Elle est partagée sur des milliers d'ordinateurs et normalement tout le monde a accès à la blockchain. Et en fait, sur la blockchain, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve l'intégralité des transactions qui ont été réalisées par les individus qui ont travaillé avec cette crypto, acheté, vendu, miné. On parle de miner quand on crée une nouvelle crypto-monnaie. Donc voilà, tu retrouves toutes ces informations-là sur la blockchain. Ces informations-là sont infalsifiables. Tout le monde peut les vérifier, valider. Et en fait, elles ne nécessitent pas forcément un tiers de confiance, parce que le tiers de confiance qui, par exemple, serait la banque, n'est pas forcément toujours de confiance. On ne fait pas forcément les choses dans l'intérêt commun. Donc c'est pour ça aussi que les cryptos ont très vite attiré un certain nombre de personnes, les gens qui étaient contre le système, les gens qui n'aimaient pas les banques ni les banquiers, qui n'aimaient pas la finance traditionnelle, qui pourtant qui aussi avaient envie d'avoir le contrôle sur leur argent, sur leurs finances. Grâce à la blockchain et aux différents types de crypto-monnaies, eh bien, on leur a donné la possibilité de pouvoir s'épanouir dans cet écosystème, et finalement, cet écosystème a grossi encore et encore, attirant de plus en plus de personnes jusqu'à devenir une vraie classe d'actifs qui a vraiment une vraie crédibilité. On parle maintenant de réserves stratégiques en crypto aux États-Unis et dans de nombreux pays asiatiques. Tout le monde parle de l'euro numérique, on parle du yuan numérique. Donc vraiment, c'est une classe d'actifs à ne pas négliger. Ensuite, comment investir en crypto? Il faut savoir que c'est une monnaie et que la monnaie, tu dois la stocker quelque part, et il y a différentes manières de stocker, de conserver ces cryptos. La manière la plus simple pour moi quand on débute, et c'est vraiment par là que j'ai commencé une fois que je m'étais un peu brûlé les ailes avec le vol et le piratage de mon MetaMask, c'est que tu peux investir en crypto via les néobanques. C'est-à-dire que tu peux acheter très très simplement des cryptos avec un compte comme Revolut, avec un compte comme Trade Republic, même avec Lydia, tu peux investir et acheter des cryptos. Après, je les ai pas tous testés. Moi, j'ai testé principalement Trade Republic quand j'étais revenue. Je trouvais ça super simple. J'avais investi dans du Bitcoin, j'avais investi dans de l'Ethereum, et en fait, tes cryptos, tu peux avoir la valorisation de la monnaie dans laquelle tu as investi sur ton compte. En fait, c'est facile, c'est simple, et tu vois tout de suite quand la crypto-monnaie prend de la valeur, tu le vois en fait. C'est vraiment facile à suivre. Le seul inconvénient, c'est que très souvent, quand tu investis via les néobanques comme Lydia, Revolut, N26 et Trade Republic, tu ne possèdes pas toujours tes cryptos, d'accord? En fait, tu donnes de l'argent à la néobanque qui, elle, va acheter les cryptos et elle va les conserver, mais du coup, tu ne possèdes pas les cryptos, c'est-à-dire que tu ne peux pas les transférer de wallet en wallet. D'ailleurs, c'est à nuancer parce que je crois qu'avec Revolut, tu peux posséder tes cryptos, d'accord? Mais j'ai pas investi en crypto avec Revolut, donc je veux vraiment prendre des pincettes, et je sais d'expérience que Revolut, ça reste une néobanque, c'est pas non plus un exchange officiel qui ne fait que ça, comme par exemple Binance ou Coinbase. Mais c'est te dire que voilà, si tu débutes, tu n'y connais rien et que tu as déjà un compte pour apprendre à gérer ton budget, investir par exemple en bourse, eh bien tu peux aussi investir avec ce type de compte comme Revolut, N26, Trade Republic. C'est assez simple, et en plus tu peux investir à hauteur de ton budget, et ça te permet déjà de tester un petit peu l'investissement sur ce type de classe d'actifs sans y mettre l'intégralité de tes économies. Tu peux par exemple utiliser l'arrondi supérieur, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire une certaine dépense, il y a un arrondi qui va être épargné dans une enveloppe. Tu attends que cette enveloppe grossisse et tu prends cet argent, tu l'investis en crypto. Donc c'est vraiment raisonnable, et ça te permet de tester et de voir si ce type d'investissement te convient. Une fois que tu as déjà testé l'investissement en crypto sur ce type de néobanque et tu t'es rendu compte que voilà, c'est une classe d'actifs comme une autre, juste peut-être un petit peu plus volatile, et c'est adapté à ton profil investissement, tu peux passer à un vrai exchange, mais un exchange pour les débutants. Et pour cela, il existe entre autres
Coinbase, il existe Binance et il existe aussi Swissborg de mémoire. J'avais échangé avec l'équipe de Swissborg, mais j'ai pas encore ouvert de wallet chez eux. J'ai entendu du bien de eux et que c'était aussi adapté aux débutants et aux femmes. Donc, ça peut valoir le coup de tester. Moi, j'ai personnellement testé Coinbase et Binance et j'ai investi dans des cryptos là-bas. Donc, je te disais que moi, j'ai principalement investi en crypto-monnaie via Coinbase et via Binance, qui sont deux exchanges qui sont quand même compatibles pour les débutants. Donc vraiment, j'ai pas eu besoin d'avoir trop de compétences. Tu peux faire pas mal de choses si tu veux. Tu as même une partie professionnelle pour les gens qui veulent faire du trading, mais t'es pas obligé. Si tu es une investisseuse passive et simple et qui veut juste bénéficier de la performance et du dynamisme des cryptos, tu peux le faire avec ces deux exchanges-là et même Swissborg. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des cryptos pour les conserver sur le très long terme, mais j'ai aussi pris la décision sur certaines cryptos de faire du stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est le fait de bloquer tes crypto-monnaies dans un protocole pour pouvoir en fait laisser les gens travailler avec tes crypto-monnaies et en contrepartie, tu as une rémunération. C'est comme si en fait tu mettais ton argent de côté dans une banque, sauf que la banque c'est l'exchange ou plutôt la blockchain et tu aides le réseau à fonctionner. Et comme tu aides le réseau à fonctionner en leur donnant tes crypto-monnaies qui du coup sont bloquées, en échange, tu as une récompense. Et très souvent, la récompense réside dans la récupération de jetons de la crypto-monnaie en question. Je vais essayer de faire plus simple. J'ai investi dans des Ethereum, ce qui est vraiment le cas d'ailleurs, et j'ai donné à la blockchain du coup via mon exchange, donc l'organisme qui réceptionne mes crypto-monnaies, mes Ethereum, et je leur ai dit travailler avec, donc ils travaillent avec, et en contrepartie, je reçois des intérêts sous forme d'Ethereum. Voilà, je suis payée, entre guillemets, je n'utilise pas l'argent est bloqué, et tu peux le bloquer un certain nombre de mois, il te précise, et du coup, l'argent ou les crypto-monnaies que tu reçois peuvent être réinvestis, ou tu peux juste décider de les récupérer. Moi, j'ai décidé, de les réinvestir, tout simplement parce que j'ai pas forcément besoin de l'argent tout de suite. Ensuite, si tu as un niveau un petit peu plus avancé, ou si tu as envie de prendre un petit peu plus de risques, ou si tu as envie d'être un peu plus, dynamique. Moi, c'était un peu le cas au début. Quand j'ai découvert le monde des cryptos, j'ai fait des levées de fonds en crypto, j'ai créé mes NFT, j'ai ouvert un MetaMask, j'ai fait vraiment plein de choses. Je faisais du stacking. Vraiment, j'étais hyper dynamique mais par contre, je n'avais pas fait attention à la sécurité. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis fait pirater mon portefeuille crypto. Mais si tu es très curieuse, tu es très dynamique, tu as envie de faire plein de choses, ce qui actuellement n'est pas mon cas, d'accord? Moi, perso, j'investis, je fais attention aux projets sur lesquels j'investis, mais j'investis sur le long terme et je reste tranquille. Je passe à autre chose. D'accord? Je fais pas que ça m'intéresse pas. Mais je peux comprendre qu'il y en ait, ça les intéresse, ils veulent faire des levées de fonds, ils veulent creuser, avancer, profiter du dynamisme, acheter, vendre, comparer les spreads par exemple, le coût, si j'achète dans tel exchange, combien ça va me coûter ou si je passe par tel exchange ou plutôt tel exchange. Voilà, c'est des choses que tu peux vouloir faire. Dans ce cas-là, il y a un portefeuille qui est un petit peu plus adapté, qui est le MetaMask, d'accord? Le MetaMask, c'est un exchange qui est décentralisé et là, tu contrôles ton portefeuille toi-même. Par contre, attention, donc du coup, on te donne une clé privée et si tu perds ta clé privée, eh bien, tu perds absolument l'intégralité de ton argent ou alors si on te vole ta clé privée. Moi, c'est ce qui s'était passé pour moi. On avait volé ma clé privée ou alors je n'avais pas été prudente avec ma clé privée. Prends-le comme tu veux. Voilà, je viens de te partager franchement les bases que tu as besoin de savoir pour investir en crypto. Bien évidemment, investir en crypto, il y a tellement de choses. Je pourrais te parler du halving, je pourrais te parler du stacking plus en profondeur, du lending, je pourrais te parler du mining et aussi des protocoles of work. Voilà, tu remarqueras que tu n'as pas besoin d'être une geek ou une experte pour commencer dans les cryptos. Tu as juste besoin de curiosité, de prudence et d'une vraie stratégie. Commence petit, commence à te former, ne mise au début que l'argent que tu es prêt à perdre et surtout ne suis pas la hype, méfie-toi du FOMO. En crypto, la peur de rater la bonne opportunité est un piège énorme. J'ai perdu beaucoup d'argent avec ça, donc vraiment, si tu pouvais toi ne pas tomber là-dedans, ce serait très bien. Si tu veux apprendre
apprendre à investir, épargner, gérer un budget, je t'invite à télécharger le guide que j'ai écrit pour aider les femmes qui sont perdues dans leurs finances. Il est gratuit, le lien sera en bio. Et moi, je te dis à mardi prochain. Plein de bisous!